En survolant Madagascar, les trois couleurs du drapeau malgache me fascinent, le rouge, le vert et le blanc. Le rouge de la latérite est présent partout, mais surtout dans les hautes terres, maisons, fleurs. Le vert des rizières, des ravenalas, des forêts malheureusement de plus en plus rares. Et le blanc du riz récolté, séché, décortiqué, la source de vie. À ces trois couleurs, il faut ajouter le bleu intense du ciel parsemé de nuages et le bleu de l'eau. Madagascar, île merveilleuse de 1580 km de long sur 580 de large, est un subtil mélange d'Afrique et d'Asie qui nous a ouvert les portes de son jardin extraordinaire où la nature est généreuse et belle. L'île Rouge est un paradis tropical, un hymne à la nature qui dévoile des paysages variés et fantastiques. Rizières en terrasse, forêts tropicales, massifs rocheux, plages tranquilles aux eaux merveilleuses. Plantes exceptionnelles avec les orchidées, les bougainvilliers, les hibiscus, les flamboyants, les jacarandas, les manguiers et les baobabs. Et surtout, sa faune endémique avec les lémuriens dont il existe 30 espèces. Mais il ne faut pas oublier les zébus présents partout sur les routes, dans les champs, pendant les fêtes traditionnelles et les décès, et principalement dans le sud au pays des Baras. La population, composée de 18 ethnies, est à 70% rurale. 60% de la population a moins de 18 ans. Les bébés sont présents partout à Madagascar. La plupart du temps, les maisons sont en bois, construites avec l'arbre du voyageur, surtout dans l'Est. Mais sur la nationale 7, dans les hauts plateaux, elles sont en terre ou en briques. Les conditions de travail sont pénibles dans ce pays où tout est fait manuellement. Madagascar s'est considérablement appauvri au cours des dernières décennies, alors que ce pays est riche de 1000 ressources. Sol renfermant des minerais, des pierres précieuses et du pétrole. Madagascar est le premier producteur de vanille, exporte du café, de la cannelle, de la girofle, de l'ylang-ylang, des crevettes, mais la production de riz est insuffisante et il faut en importer alors que c'est l'aliment de base du malgache qui en consomme au cours des 3 repas. La pauvreté est inquiétante à Madagascar avec les 3/4 de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Le salaire minimum est de 25 € par mois. L'espérance de vie est de 53 ans. Plus d'un quart des enfants de moins de 15 ans sont analphabètes, alors qu'ils représentent presque 50% de la population. La déforestation est un véritable fléau. Madagascar est donc une énigme économique, car on comprend mal comment un pays si riche en ressources naturelles est si pauvre, parmi les plus pauvres du monde. Le tourisme relèvera-t-il Madagascar? Il occupe actuellement la 2e place après la vanille, mais les touristes sont exigeants et les infrastructures hôtelières notamment doivent se développer. Des efforts ont été faits au niveau des routes, mais doivent se poursuivre car les routes secondaires sont difficiles. En 2008, le gouvernement avait fait du tourisme un des piliers de sa politique économique et il espérait accueillir 500 000 touristes, mais seulement 250 000 ont été recensés. Avec la crise politique de 2009, le tourisme connaît une régression.
Espérons que le tourisme se développera et sera intelligent, respectueux du patrimoine culturel et humain de l'île et ne sera pas ce que nous avons connu à Nosy-Be, tourisme sexuel ou tourisme de masse dans des hôtels en formule tout inclus. Madagascar a tous les atouts pour réussir, prospérer et satisfaire ses touristes avec sa faune et sa flore endémiques, ses paysages hors du commun. Après ces généralités sur Madagascar, je vous amène visiter la route du sud de Tananarive à Tuléar. Antananarivo, entourée de 12 collines sacrées, est une grande métropole qui abrite plus d'1 million d'habitants. Visitons maintenant un des villages du père Pedro. Pedro OPK écrit « Sur les dépotoirs, les enfants sont les plus faibles. Ils doivent se battre pour survivre. Ce sont des enfants sans enfance. Ces petits des décharges sont des enfants comme les autres et rien d'autre. Ils ne sont ni des anges, ni des assassins, ni des rebuts de la société, ni des sous-hommes. Comme tous les enfants, ils ont besoin de tendresse, d'amour et de sécurité. Certains adolescents n'ont jamais connu les étapes des premières années de la vie. Ils sont un puzzle fracassé, fait de lambeaux d'enfance, de débris d'adolescence et de miettes de vie d'adulte, des morceaux de vie construites par la force et la violence. Comment redonner le goût de vivre à ces cœurs endurcis et fragiles? Comment les faire renoncer à la rue qui les promène dans une vie sans but? Un gouffre immense les sépare d'une vie humanisée. Après avoir été émus par tant de dévotion, nous poursuivons la nationale 7. C'est l'axe routier le plus fréquenté par les touristes. Elle déroule son long ruban de rizières de Tananarive à la barrière corallienne de Tuléar sur le tropique du Capricorne, 950 km plus loin. Tout au long de la route, des fours à briques ou des briques en train de sécher. En effet, sur les hauts plateaux, les maisons sont construites en briques. Et bien sûr, beaucoup de rizières. J'en profite pour vous parler du système de la riziculture à Madagascar. En dehors de l'Asie, Madagascar est l'une des plus anciennes régions de riziculture. Les systèmes de production aquatique sont bien développés et les rizières en terrasse sont fréquentes le long des routes entre Antananarivo et Antsirabe. Le riz est l'aliment de base des Malgaches qui en consomment 140 kg par an et par personne. Il est normalement consommé 3 fois par jour et l'alimentation en riz représente 75% du budget d'un ménage. Mais le prix du riz a doublé au cours des 2 dernières années, obligeant les habitants à réduire leur consommation de moitié. Environ 2000 ariary le kilo, soit 75 centimes d'euros. Ainsi, beaucoup ne prennent plus le petit déjeuner ou consomment du manioc ou du maïs. Dans les années 70, Madagascar exportait son riz, mais en raison de méthodes agricoles désuètes et de mauvaises infrastructures, il est contraint de l'importer. L'inflation du riz a suivi l'instabilité politique du pays début 2009. À Madagascar, le volume de production est lié au climat et à la saison cyclonique. En 2008, le pays a produit 3,6 tonnes de riz à l'hectare, mais le problème est que la population
augmente de manière galopante. Traditionnellement, le riz se cultive de la façon qui suit. Il faut avant tout un espace bien déterminé. La rizière doit être située dans un endroit facile à irriguer. Il faut préparer la bordure et en même temps mettre les canaux d'irrigation. La terre est labourée avec la charrue tirée par un zébu ou la bêche. Il faut ensuite casser le bloc de terre et pour cela, on piétine la terre pour la transformer en boue, soit avec les pieds, soit avec les ébus. Ensuite, il faut semer. Et pour cela, il faut sélectionner la bonne graine de la dernière récolte, la laisser germer dans l'eau pendant 3 nuits, 4 jours. Le 5e jour, la graine est semée. Elle pousse pendant 1 mois et demi, puis les plants sont repiqués, le plus souvent en ligne. Après le repiquage, le sarclage permet d'enlever les mauvaises herbes afin d'aérer les racines et obtenir ainsi une meilleure récolte. Environ 2 mois et demi après le sarclage, la récolte peut commencer. Le riz est coupé à 10 cm de la terre. Des petits fagots sont élaborés pour pouvoir transporter plus facilement le riz jusqu'à l'aire d'abattage. L'aire d'abattage est le plus souvent située près de la rizière. Pour élaborer l'aire d'abattage, un rocher a été placé au milieu et on enduit le sol de bouse de zébu pour séparer plus facilement la graine du petit caillou. Les tas sont constitués et sécheront 2 jours et 2 nuits. Puis le battage du riz peut commencer. C'est la séparation de la graine et du paddy. En avril, le battage du riz est un travail collectif comme la plupart des travaux agricoles. Il crée une solidarité entre les gens d'un même village. Le riz mis en sac est transporté. Puis le paddy est également amené près des maisons, servira à nourrir le bétail. C'est la raison pour laquelle on voit des tas de paddy partout. Quotidiennement, avant d'être mis à cuire, le riz est pilé et trié. Avant de le consommer, il convient de le trier car il y a de nombreux petits cailloux. La culture traditionnelle du riz vous a été présentée, mais le système de riz intensif qu'on appelle SRI se met progressivement en place. Il rencontre cependant des résistances dues au fait que les mentalités sont difficiles à changer. Il consiste à ne pas saturer le sol en eau en permanence et à espacer les plants davantage afin de permettre aux feuilles d'optimiser la photosynthèse. Ce système exige aussi un repiquage précoce des jeunes plants, moins de 15 jours contre 1 mois et demi actuellement. L'accroissement du rendement du riz peut avoir des impacts importants sur la pauvreté de Madagascar et son environnement. Or, 62% des communes productrices de riz déclarent ne pas pratiquer le SRI. Le SRI nécessite
40 à 50% de plus de main-d'œuvre par rapport aux méthodes traditionnelles. Il semble être difficile à apprendre pour les agriculteurs et la présence d'agents de vulgarisation est primordiale pour les encourager et les soutenir. Cet appui doit être fourni sur plusieurs années. Entre Tananarive et Antsirabe, une belle journée s'achève. Nous voilà maintenant Antsirabe au Green Park. Antsirabe jouit d'un climat particulièrement vivifiant et la température y dépasse rarement 25 degrés. En 1917, le plus grand établissement de bains y a été construit et cette ville est devenue le rendez-vous des curistes venus de tout Madagascar et d'ailleurs. Les missionnaires norvégiens ont permis de découvrir que les eaux d'Antsirabe étaient semblables à celles de Vichy mais plus riches. Antsirabe est donc devenue la Vichy malgache. Les pousse-pousse rappellent les origines asiatiques. Ils sont des milliers à sillonner les rues de la ville, tous plus joliment décorés les uns que les autres. Littéralement, la signification de Fianarantsoa est « la ville où s'apprend le bien ». Fianarantsoa, construite en 1830, a adopté la même configuration et la même croissance que Tananarive, avec sa ville basse, ses extensions sur plusieurs collines et ses vieux quartiers haut perchés, classés zones protégées d'intérêt historique et architectural. Le lendemain, petite visite au marché de Fianarantsoa. Nous
nous quittons Fianarantsoa pour s'enfoncer dans les hautes terres malgaches, à Soatanana, qui veut dire le village du bien. Soatanana rassemble une communauté religieuse appelée le Réveil des apôtres de Dieu. Cette communauté a une histoire vieille de 100 ans et ses membres proviennent de toutes les régions de la Grande Île. Elle compte actuellement plus de 5000 âmes dirigées par le président et le conseil des sages. L'accueil de l'étranger est également une des vocations de ce village. En témoignage d'humilité, de respect, de foi, et selon l'enseignement du Christ, les membres lavent les pieds des invités, leur offrent le gîte et le couvert. Lors de cet accueil, les invités sont plongés dans des chants ininterrompus, en a cappella, des prières et des discours de bienvenue. Les habitants de Soatanana vivent de la riziculture, de l'élevage, de la culture du géranium et sont extrêmement marqués par leur sens de l'autonomie, sans pour autant entrer dans l'autarcie. Les habitants prennent en charge, en se cotisant, les salaires des enseignants locaux, et l'avenir de leurs enfants est pour eux une priorité. À Fianarantsoa, il ne faut pas rater le train qui nous amène à Manakara. Un train à petite vitesse ou à grande lenteur, mais à grand spectacle et à grandes émotions, sur 170 km avec ses 19 arrêts. Dix heures de trajet permettent une immersion dans un aspect de la vie du pays profond. Ces heures passent vite, tellement il y a à voir, sentir, entendre, goûter, comprendre, rencontrer, avoir parfois des émotions douloureuses. Le train nous a amenés à Manakara, sur la côte est de Madagascar. Manakara est une ville paisible située au bord du canal des Pangalanes. Une journée de balade sur le canal est inoubliable, à la rencontre de la population locale. Nous mangeons dans ce village situé entre le canal et l'océan Indien. De Manakara, le circuit se prolonge jusqu'à Mananjari. Le matin, j'aime venir voir les bateaux partant à la pêche et les femmes laver le linge.
Ginoshamisa, Ginoshamisa. Ginoshamisa, 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 Ginoshamisa. À Mananjari, tous les 7 ans, a lieu la Sambatra, la fête de la circoncision collective. La dernière était en 2007. Aujourd'hui, agréable balade sur le canal des Pangalanes. L'ethnie qui peuple Mananjari et sa région, située au sud-est de Madagascar au bord du canal des Pangalanes, applique les lois ancestrales. L'une des plus radicales est le tabou des jumeaux qui sont fadis, maudits, la gémellité portant malheur. À la naissance, ils sont donc abandonnés, ou pire, mis devant le parc à zébus afin que ces derniers les piétinent, ou bien ils sont jetés à la mer. Certains parents passent outre cette tradition et gardent les enfants, ou du moins un. Le canal des Pangalanes, sur 550 km, relie l'ensemble des villes de la côte Est entre Tamatave et Farafangana. C'est la seule voie de communication utilisable toute l'année le long de cette côte orientale. Étrange grouillement humain au milieu de maisons en planches. Les riverains ont construit des radeaux de bambou pour aller vendre leur récolte. Le long du canal, tout s'y fait, vaisselle, toilette, linge, pêche, commerce. Nous quittons Mananjari pour continuer notre circuit vers Fianarantsoa. Mais avant de partir, un dernier au revoir à nos petits filleuls. En voyant ce feu,
j'ai envie de parler de la déforestation, qui est un véritable fléau. À Madagascar, le bois et le charbon de bois sont les principales sources d'énergie pour cuisiner et se chauffer. Chaque famille malgache dépense le 6e de ses revenus à l'achat de charbon. Mais cela entraîne la déforestation d'une grande partie de l'île, 200 000 hectares par an, et l'érosion des sols. Au début du XXe siècle, un géographe écrivait « À ce rythme de déforestation, Madagascar aura la couleur et la fertilité de la brique. » Afin de ne pas aggraver la déforestation, Amitié France-Madagascar a décidé de construire des fours solaires et de les envoyer en kit à Madagascar. En avril 2011, 3 cuiseurs solaires ont été envoyés en kit à Ambatolampikeli et l'un d'eux a été monté en présence des villageois. Nous approchons de Ranomafana, qui veut dire eau chaude. Ce petit village perdu dans la montagne, caché au fond d'une grande vallée encaissée et immergée dans la forêt touffue de l'Est, ne serait jamais sorti de l'anonymat si sa source chaude naturelle ne l'avait révélé vers la fin du XIXe siècle. Les colons français en firent un centre thermal. À Ranomafana, la forêt tropicale humide dense s'accroche au relief. Visitons le parc de Ranomafana. La faune et la flore du parc sont particulièrement variées et uniques au monde. L'animal le plus observé dans le parc est le lémurien, et on trouve 12 espèces, dont 2 espèces rares. Attention, méchant. Nous poursuivons la route du sud vers Ambalavao, située à 54 km de Fianarantsoa. Les zébus ou ambis forment d'immenses troupeaux qui parcourent la brousse malgache du sud au nord de l'île. Leur nombre est estimé à plus de 10 millions de têtes environ. Le troupeau a plus qu'une valeur matérielle, il prend part à tous les rites familiaux et sociaux. Son rôle lors des sacrifices est interprété par les devins. Au cours de notre trajet, nous avons vu plusieurs dizaines de troupeaux. On dit que les Baras sont des grands voleurs de zébus. En effet, ils offrent cet animal à leurs fiancés pour prouver leur courage. Ambalavao constitue la plaque tournante du commerce du zébu dans la région. Le marché se tient tous les mercredis. Par sa physionomie, Ambalavao demeure très haute terre. C'est d'ailleurs là qu'on trouve les plus belles bâtisses de style Betsilo, c'est-à-dire plus basses, plus trapues,
avec moins de tôle et plus de tuiles, et ça et là quelques originalités architecturales. Cette harmonie en fait une ville charmante. La région d'Ambalavao est célèbre pour la production de vin, de soie sauvage et de tabac à chiquer, mais on y trouve surtout la fabrique manuelle de papier Antemoro, la plus réputée du pays. Ce papier fut mis au point en Arabie et introduit par les immigrés débarqués sur la côte sud-est au 7e siècle. Les populations Antemoro ont ainsi hérité de cette technique et l'ont perpétuée. Cette technique a été perdue, puis en 1936, le français Mathieu redécouvrit le papier et entreprit d'en fabriquer en Balavao. Partons maintenant à la découverte de la réserve Anja. Nous empruntons une mauvaise piste pour aller au Kankata, situé au pied de la falaise du Tsaranono, non loin de la forêt sacrée du même nom. Le Kankata est un lieu paisible. Le site est grandiose avec des paysages fascinants, la terre rouge, les villages vivant hors du temps. Belles balades en perspective sous le regard du caméléon présent partout. Dans cette terre sacrée, quelques tombes nous montrent leurs ancêtres dont le culte est toujours important. Par contre, les lémurs kata sont bien vivants, eux. Ils nous offrent des spectacles extraordinaires. Dans cette forêt, des plantes médicinales comme partout ailleurs à Madagascar. Ici, il faut soigner notre guide qui a une plaie à la tête. Nous visitons ce beau village qui dispose d'un dispensaire. Par contre, tous les villages environnants situés dans la montagne, à 15 ou 20 km, n'en ont pas et doivent venir se faire soigner ici. Il ne faut pas que l'urgence soit trop grande.
Ce matin, départ pour la journée pour faire la balade qui s'appelle Caméléon. 1 à 2 fois par semaine, les habitants des villages d'en haut parcourent jusqu'à 20 km sur des sentiers difficiles pour aller vendre leur production. Balavao, les hautes terres s'achèvent et le sud s'étale sur toute la longueur de l'île. Les paysages changent. Fini les rizières, apparition de gros blocs de pierre. Apparaissent les flamboyants et de nouveau d'énormes troupeaux de zébus. Sur la route du sud, le bonnet de l'évêque apparaît. Les Baras voient le profil d'une reine couronnée dans ces deux rochers érodés, visibles depuis la nationale 7. C'est donc la reine de l'Ichal. Le relief prend un air tourmenté, l'Ichal approche et nous voyons défiler un merveilleux paysage de western. C'est au coucher du soleil que la fenêtre de l'Ichal offre les plus belles perspectives. Les rayons du soleil glissent entre ces montants pour teinter d'ocre rouge crêtes rocheuses et savanes plantées de palmiers. Les paysages de l'Ichal sont fantastiques et nous commençons par la visite du canyon des Maquis. À peine rentrés, nous voyons des lémuriens. Les Baras abritent leurs tombeaux provisoires ou définitifs dans ces rochers. L'Ichal est donc une terre sacrée. De nombreux lieux y sont fadis et il faut les respecter. Au fond du canyon, une cascade s'épanche dans un bassin naturel, plan d'eau turquoise et fraîche. C'est la piscine naturelle. Ce massif nous réserve d'autres surprises. La piscine bleue, plus loin la piscine noire et la cascade des nymphes. À 30 km de l'Ichal se trouve Ilakaka. Ici, c'est la fièvre bleue, celle du saphir qui a frappé. Des milliers de Malgaches se sont rués vers la rivière et ont construit en quelques mois des cases modestes pour abriter 150 000 personnes. La maladie, la prostitution, les meurtres sont monnaie courante. Grand nombre de Malgaches ont abandonné leur métier pour venir faire fortune, mais ils vivent dans un état de pauvreté et d'insécurité encore plus grand. En approchant de Tuléar, nous voyons des baobabs énormes et aussi des tombeaux au bord de la route.
se dirige maintenant vers Saint-Augustin, sur le canal du Mozambique. Saint-Augustin est un sympathique village de pêcheurs vaisseaux. Sur une pirogue à balancier, nous partons à Anacao, autre village de pêcheurs vaisseaux. À Anacao, la vie est douce pour nous, mais dans ce village, il n'y a pas d'eau. Elle est amenée depuis Tuléar et transportée en charrette à zébu ou sur le dos. Dans ce village de pêcheurs, j'ai fait la connaissance de Juanita et de sa fille Elisette. Juanita a eu le paludisme et rien pour se soigner. Je l'ai amenée au dispensaire, mais demain, qui aura-t-elle? Ce village d'Anacao est très touchant, mais comme il est pauvre. Le lendemain matin, nous partons sur l'île voisine de Nosy Be, qui est un bout du monde, et nous sommes presque seuls avec les paillanqueux. Au revoir, Anacao. En pirogue à balancier, nous mettrons 3 heures pour atteindre Tuléar. Nous arrivons à Tuléar, et ce taxi malgache vient nous chercher. Après avoir pris ce taxi malgache, puis la voiture d'Aurélien qui nous attend à Tuléar, nous partons vers Ifati par une mauvaise piste. Nous prenons un autre taxi malgache pour aller visiter depuis Ifati la forêt de baobabs et de plantes médicinales. En Afrique, on dit parfois que le baobab a été planté les racines à l'envers. Chaleur étouffante dans cette forêt, mais bientôt la baignade. Avec Daniel, le chef du village, nous partons pour une journée de pêche. Et le midi, sur la plage, nous dégusterons le produit de notre pêche. Lors de ce voyage sur la route du Sud, nous nous sommes émerveillés devant les rizières en terrasse, les baobabs, les eaux turquoises, les paysages paradisiaques.